Eh bien, du coup, je vais proposer maintenant à nos deux derniers invités, derniers intervenants, donc Jean-Michel Sossois et Denis Segrestin, qui ont eu la gentillesse d'accepter aussi notre invitation. Vous avez tous les deux, au long de votre carrière, abordé l'entreprise justement comme un sujet et un objet de recherche. Cette affaire de société dont il était justement question, qui reprend le titre d'un ouvrage collectif qui a été écrit sous la direction de Renaud Saint-Saulieu, avec qui vous avez partagé justement un certain nombre de réflexions et de cheminements. C'était rappelé justement tout à l'heure. Et vous avez pu observer, il me semble, comment le rapport à cet objet de recherche a pu évoluer, pour vous-même peut-être aussi d'ailleurs sur la manière de comprendre ce qu'est l'entreprise. Et on souhaitait peut-être vous proposer un peu un échange ou des réactions en binôme sur ce que vous pourriez peut-être nous livrer, quelques réflexions suite aux différents apports de nos collègues, et puis aussi ce que vous auriez envie de nous dire à l'occasion de cette université APSE. En tout cas, un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de choses ont été dites par Laurence Servel et par Anne Gillet, y compris sur les mésaventures, l'archéologie des travaux français sur l'entreprise. J'exagère en disant archéologie. Mais ça renvoie du fait que ça commence à remonter un peu loin. Alors je voulais faire une série de réflexions. Une première série de réflexions concernerait justement cette histoire, un retour rapide sur ce que j'ai vécu, sur ce dont j'ai été témoin comme partenaire du acteur avec Jean-Michel, d'ailleurs de l'expérience menée autour de Renaud Saint-Saulieu dans les années 70 et 80, avec cette fameuse publication en 90, qui était après un long parcours commun, l'entreprise une affaire de société. Vous y avez déjà fait allusion l'une et l'autre. Alors, il ne s'agit pas pour moi de faire un long discours là-dessus, mais de souligner deux ou trois points comme ça. L'anecdote de départ, pour moi, c'était de retrouver dans ma bibliothèque, ça n'a pas beaucoup de rapport, mais je vais expliquer pourquoi j'y ai pensé, à propos du sujet de cette invention. Un opuscule qui a été édité au CNAM. J'espérais que dans le titre il y avait CNAM quelque part, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. C'est une publication interne, c'est un truc qui est resté sous forme de. C'était Copédite à l'époque, c'est une édition à compte d'auteur, une sorte de labo. Hein. Mais ça, pour moi, ça a été une expérience importante, et pas seulement pour moi. Ça s'appelle Les communautés pertinentes de l'action collective, 6 études en perspective. Et ça date de 1981. Et en fait, ça faisait référence à des travaux qu'on avait fait à partir en groupe, à partir des années 75, 76, quelque chose comme ça. Et l'idée, c'était d'identifier, et ce thème a poursuivi longtemps pour ma part notamment, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, j'ai continué un certain temps autour de cette affaire, d'identifier des communautés qui, d'un point de vue culturel, du point de vue des ressources qu'elles accumulent, en quelque sorte, sont à l'origine de l'action collective. En l'occurrence, les travaux en question se fondaient sur l'analyse de grève et des formes de mobilisation qui étaient en jeu, des types de solidarité qui étaient engagés dans l'action collective. Alors à l'époque, je ne vais pas y rester longtemps parce que l'entreprise n'était pas considérée comme une de ces catégories pertinentes. C'était notamment, moi j'étais dans cette affaire-là, je traitais des métiers, puisque j'ai fait un bouquin sur le corporatisme, et l'importance de l'identité professionnelle dans l'action collective et dans la construction de la classe sociale, tout simplement. C'était un thème qui est resté très cher, et j'insisterai pas. À l'époque, en tout cas, c'est ça que je faisais dans les comités de l'action collective. Et puis, il y avait les employés, il y avait les cadres, il y avait les 6 auteurs qui sont ici, et avaient chacun sa spécialité et développé en quoi la référence au monde des employés était déterminante dans l'action collective, dans les solidarités. Il y avait les cadres, il y avait les femmes, ce qui n'était pas rien, et c'était Margaret Meyer-Wenny, dont beaucoup d'entre nous connaissent les travaux. Et on garde le souvenir, puisqu'elle est malheureusement décédée il y a
l'année dernière, je crois, grande épreuve, Margaret Marini qui commençait à travailler sur les communautés de femmes, l'importance qu'elles avaient dans l'action collective du travail. Il y avait des immigrés qui étaient étudiés ici par Marie Stripier, qui restait des référentes à propos de la communauté des migrants, dont on voit à quel point ce thème est resté d'une grande actualité. En fait, j'en termine là à propos de ce petit souvenir personnel, parce qu'il se trouve que finalement, il y a une jonction avec ce qui s'est passé, les conditions dans lesquelles je me suis retrouvé avec Renaud, Saint-Sauveur notamment. C'est que peu à peu, moi, je me suis dit, je me souviens, je simplifie beaucoup, notamment, c'est des porteurs de l'idée sur lesquels on avait oublié un thème, on voyait apparaître un thème qui était l'importance de l'entreprise comme ressource collective d'identification des travailleurs. Au départ, c'était un peu interdit de dire ça, parce que l'entreprise, c'était une ressource patronale, si je puis dire. Et puis le basculement a été de dire, mais si l'entreprise était une ressource identitaire, avec beaucoup de guillemets, tous les que vous aurez, pour construire la solidarité collective, en quelque sorte. Alors, il y a évidemment une des manifestations de ça, c'est ce qui s'est passé dans le champ syndical. La CFDT, toute jeune à l'époque par rapport aux sorcelleries de la CFTC, a revendiqué peu à peu un syndicalisme d'entreprise, qui était quand même une grande affaire, qui n'était pas évidente du tout dans le contexte des années 70-80. Donc je n'étais pas isolé dans cette affaire-là. Je regardais ce qui se passait dans le champ social et dans le champ du syndicalisme, de l'action collective, d'une façon très, très générale, avec cette réflexion que les organisations syndicales, la CGT aussi, singulièrement, menaient sur la manière de construire un syndicalisme attaché à la référence à l'entreprise. Alors ça a été pour moi une étape très importante et qui m'a rapproché de Renaud. Renaud n'était pas vraiment un spécialiste de l'action collective, du syndicalisme, on peut y connaître bien tout ça, c'est moins qu'on puisse dire. Et peu à peu, lui, s'intéressait davantage au départ, me semble-t-il, je vais résumer ça comme je peux, aux dimensions, à la construction culturelle qui s'opérait dans les années 70-80 autour de l'entreprise, avec le mobile, la référence à l'entreprise, simplement, disons. Et moi, j'étais partant de l'action collective, et retrouvant cette thématique de l'entreprise par un autre biais, on s'est rencontrés en quelque sorte, et ça a coïncidé avec la construction d'un collectif de travail qui a bossé pendant plusieurs années et qui on est arrivé à la publication. On était assez nombreux, on était bien une dizaine, dans le collectif au Saint-Sauveur, j'allais dire, sur l'entreprise. Et puis on a bâti ce bouquin, le collectif, sous la houlette de Renaud, l'entreprise une affaire de société. Mais c'était quand même important, c'était quelque chose qui n'allait pas de soi dans le contexte politique. Alors il y a des facteurs qui ont joué en faveur de ça. Je ne vais pas insister parce que je serais beaucoup trop long. Il y a des facteurs qui ont joué, notamment que c'est les années dont nous parlons, dans le contexte des années 70-80, c'est notamment un contexte dans lequel le chômage, c'est assez paradoxal de le rappeler, le chômage, c'est le moment où on a parlé de chômage de masse. Après une période des 30 glorieuses, le plein emploi, etc., pour simplifier énormément. Et je crois qu'un des implicites, plus que des explicites peut-être, qui a porté le collectif de travail sur la suite de l'entreprise initiale, c'était le fait que le patronat était en position de force, en quelque sorte, dans un contexte de chômage élevé. Je suis en train d'oublier l'argument que je voulais développer à ce sujet-là, je ne vais pas m'arrêter. Mais c'est un contexte dans lequel le rapport à l'entreprise, même si les patrons étaient en position de force avec le chômage, c'était un contexte dans lequel les salariés eux-mêmes étaient contraints de se référer à l'entreprise pour avancer, en quelque sorte.
Le salarié avait besoin des entreprises, avait besoin de construire leur propre solidarité autour de l'entreprise pour construire l'action collective et construire eux-mêmes une identité qui fasse de l'entreprise un référent puissant. Toujours est-il que c'est ce contexte dans lequel beaucoup de choses sont passées. Je ne vais pas y insister, vous en avez parlé. Je viens de parler abondamment du bouquin L'entreprise affaires-société de 1990. Il y a eu un événement considérable, je ne sais pas si vous l'avez signalé peut-être, qui était, vous parlé de l'article que j'ai fait avec Renaud sur faire une théorie sociologique, c'était gonflé, de l'entreprise en 86-87. Il y a eu un épisode très important pour moi qui était les fameuses journées nationales de sociologie du travail à Lille en 87, consacrée est-ce que l'entreprise est une catégorie pertinente de la sociologie? Alors on était plutôt dans les comités de l'action collective, on était dans les catégories, un petit machin qui marchait avec, les catégories pertinentes de la sociologie. Alors ce que je peux dire simplement, je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est que ces journées de Lille, moi je m'en souviens, c'était une épreuve, c'était passionnant. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Renaud et quelques autres, on s'est fait massacrer dans les grandes largeurs. Et entre collègues, bien entendu, ça s'est terminé autour d'un vin blanc et tout ça. Mais c'était une époque dans laquelle cette affaire de l'entreprise comme catégorie de pertinence de la sociologie était cruciale, n'était pas du tout acquise. C'était un peu compliqué. On était quand même dans un contexte marxiste, où l'influence de l'idéologie marxiste était importante. Chez les sociologues, c'était bien naturel. Alors, évidemment, on a frôlé bien souvent une situation qui nous aurait assimilé à la percée de classe, quelque chose comme ça. L'entreprise, c'est pas notre affaire. Notre affaire des sociologues, c'est des rapports de production, en quelque sorte. Alors, tout ça a ressurgi à cause des gens de 87, mais en même temps, c'était la question de se faire ensemble et de construire dans un contexte qui était compliqué, mais d'autant plus intéressant de se faire, une réflexion sur ce que ça voulait dire aux sociétés d'entreprise, dans quelle légitimité on avait pour construire une société d'entreprise. Bon. Je suis trop long, alors j'avais encore d'autres choses à dire, beaucoup plus actuelles, mais une réflexion peut-être sur laquelle vous êtes passé un peu vite, à propos de cette histoire, de cette archéologie de la société d'entreprise dans les années 80, 70, 80, 90. 80 en tout cas, ça s'est terminé un peu très vite après. Pourquoi ça a capoté cette affaire-là? Pourquoi il y a eu un blanc, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais vous l'avez suggéré quand même, un blanc qui concerne justement les années 90, et qui a un problème qui s'est retourné contre l'effort fait pour travailler sur l'entreprise en tant que sociologue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, on avait des adversaires, ceux qui pensaient, des collègues qui pensaient, ceux et celles qui pensaient que la question, c'était pas celle-là. La question de sociologue, c'était les rapports de production. Ou l'action collective, justement. Il y avait la suite de l'organisation, qui n'était pas un adversaire, mais qui était dubitatif, pas acquis du tout, au fait qu'il fallait parler d'entreprise. Un bon camarade comme Renaud Sansolieu, comme Erhard Friedberg, il ne faut pas que je les mélange. Erhard Friedberg, du côté de Michel Crozier, qui a parlé de Michel Crozier, vous connaissez tout ça, je ne vais pas m'y arrêter, trouvait que ce n'était pas une très bonne idée au départ. Après, on s'est entendu, c'était entre collègues, tout ça, chez l'entreprise, parce que justement, lui faisait un gros travail à l'époque qui consistait à dire que l'organisation, ce que devait faire l'école française des organisations, c'était de déconstruire les organisations, c'était de penser des acteurs et des relations d'acteurs au lieu de penser des entités culturelles construites, fermées, avec des membranes solides, etc. L'hypothèse des grossiériens, c'est de dire que les membranes de l'entreprise ne sont pas solides. Et il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors que nous, on était suspects, à juste titre, de dire on s'intéresse à la membrane
à la poule, comme ça, qui constitue l'entreprise avec un grand E, etc. Donc, les collègues de chez Gervignon n'étaient pas des alliés au départ, on pouvait discuter, mais ce n'étaient pas des alliés dans cette affaire-là. Ils trouvaient l'idée très discutable de centrer, d'appeler, de dire que le sujet de nos recherches était l'entreprise. Mais alors, je suis trop long parce que je voulais surtout m'arrêter sur le fait que ce qui a fait capoter, j'exagère, je simplifie, mais l'expérience de la sociologie de l'entreprise au terme des années 80, c'est ce qui s'est passé dans l'entreprise. C'est le fait qu'on est entré dans un autre monde, un basculement de l'économie capitaliste. Les patrons étaient chez eux, à partir des années 80, le basculement, ça a été la victoire des financiers, le capitalisme financier. Ça a été la montée du libéralisme avec, d'un côté, Reagan, Thatcher, et la réalité du capitalisme qui est passée dans les mains des fonds d'investissement, des actionnaires organisés qui avaient perdu la manche antérieure, qui l'ont récupéré en quelque sorte, qui ont été les maîtres du jeu à partir des années 80. Ça a commencé dans les années 70 même. Mais ça a été le grand bouleversement, c'est celui-là. Et je trouve que là-dessus, les travaux que nous avions faits dans les années 80 n'étaient pas bons, étaient insuffisamment armés, en quelque sorte. On n'avait pas vu suffisamment, on était emporté par notre sujet, par une espèce de culturalisme intelligent, ô combien. Je pense à Saint-Saulnier en disant ça. Mais ce culturalisme intelligent nous avait rendu un peu étrangers à ce qui se passait dans le capitalisme tout court, et dans le renversement du rapport entre les financiers, les fonds d'investissement, et les dirigeants qui eux-mêmes sont devenus les prestataires de second ordre par rapport à ce qui se passait dans les conseils d'administration et sous la gouverne des financiers, de sorte. C'est ça la grande transformation. Et les conditions dans lesquelles j'essaie d'avancer, d'arriver au deuxième, les trois points que je voulais aborder, il faut m'arrêter si je suis beaucoup trop long. Les conditions dans lesquelles c'est reparti, c'est les conditions dans lesquelles, dans les années 2000, les sociologues ou les gestionnaires, les alliances, là, notamment avec l'affaire du collège des Bernardins, auquel vous avez fait allusion, notamment, c'est une illustration majeure, les conditions dans lesquelles c'est reparti, avec l'appui sous l'auspice de sociologues, mais surtout de collègues de gestion, pas n'importe lesquels, et de juristes, on s'est réinterrogé sur la question d'entreprise, mais en prenant acte du fait qu'on était dans une ère dominée par les financiers, par le capital financier, dans lequel le thème dominant, c'était la création de valeur pour les actionnaires, n'est-ce pas? C'est dans ce contexte-là, assumer que les sciences sociales sont reparties, en disant qu'est-ce qu'on a à dire sur ces bases-là, dans ce nouveau monde, qui n'a en quelque sorte pas plus grand-chose à voir, j'exagère, avec le monde sur lequel on s'était focalisé, en quelque sorte. Alors, l'expérience des Bernardins a été très importante dans ce point de vue-là, il faut absolument s'y référer. Je crois qu'il faut aussi se référer à une publication vraiment marquée l'époque, notamment un petit bouquin qui a été signé par une certaine Blanche Bernstein, je ne sais pas, c'est un homonyme sans doute, et Armand Maxwell, qui date de 2012, qui s'appelle Refonder l'entreprise. Je crois qu'au départ, il y avait l'idée de point d'interrogation. Puis finalement, je crois que l'éditeur a dit, le seuil a dit non, pas de point d'interrogation, ce sera refonder l'entreprise. La refondation, refonder l'entreprise, je crois. Ce petit bouquin, paru à la République décidée, qui a fait quand même, qui restait une référence, qui est encore une référence, me semble-t-il. Là, cette aventure autour du collège des Bernardins, et il ne s'agit pas maintenant de l'avoir traité, mais de rappeler à quel point c'était important. Sachez tout, notamment autour du droit et d'une analyse en recul par les sociologues, par les collègues de gestion, quelques juristes, mais pas tant que ça,
hein, pour dire, mais un des problèmes qui se pose, si c'était plus normatif, si on était beaucoup plus normatif, mais c'est comme ça, et pourquoi pas, à l'initiative notamment des collègues de gestion. Hein. De façon normative, la question était, mais comment faut-il s'y prendre pour faire exister un collectif, pour lui donner une épaisseur sociale, sociopolitique, politique, on pourrait dire, il faut parler de choses politiques, je ne sais pas, politique. Hein. Et une des points d'attache, à mon avis, remarquable d'intuition, a été de dire, le problème, c'est notamment le droit, singulièrement en France, de l'entreprise, ça n'existe pas. C'est une des grandes faiblesses, c'est que il y a du droit des sociétés, il y a du droit des affaires, mais il n'y a pas de droit de l'entreprise. Et le droit des sociétés, c'est pas le droit de l'entreprise. Et on le démontre en voyant à quel point, c'est plus que jamais vrai aujourd'hui. Hein. Une entreprise, ce n'est pas une société. C'est un groupe, le plus souvent, d'ailleurs, ce n'est pas des sociétés au sens des juristes, initialement, c'est défini juridiquement, supposément par entreprise. Alors l'effort de ses collègues autour du Collège de Bernardin, etc., ça a été de se ressaisir cette question en disant, voilà, la question d'entreprise, c'est pas gagné dans le contexte de la création de valeur pour l'actionnaire, de ce modèle de gouvernance qui est là-dessus. Et ce qu'il faut faire à partir de maintenant, c'est voir comment, d'un point de vue normatif, disais-je, on peut voir revenir la thématique de l'entreprise et la possibilité pour les salariés de se l'approprier, en quelque sorte. Alors, je m'arrête là-dessus à propos de cet épisode de Bernardin, mais je pense que ça a été un point Jean-Michel, mais un point fondamental dans lequel la question d'entreprise est revenue à l'ordre du jour. Alors là-dessus, moi je crains d'avoir dépassé depuis longtemps mon temps de parole, mais je voulais terminer, si vous voulez, en faisant quelques remarques sur ce qui m'intéresse aujourd'hui, voilà, tout ça. Et puis, j'espère vraiment que je n'aurai pas épuisé. Mon angle personnel de réflexion depuis longtemps, mais disons dans les 15 dernières années, d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que depuis 10 ans, j'annonce un bouquin qui n'est toujours pas venu. Alors voilà, j'en parle à défaut d'avoir. J'ai beaucoup de papiers dans mes tiroirs, ça c'est le moins qu'on puisse dire, de chapitres écrits, tout ça, mais le livre sur lequel je me suis engagé depuis au moins 10 ans, plus que ça, est toujours en attente, dans les limbes, enfin bon, et on verra ce qu'il en est. Je ferme la parenthèse. Ce qui m'intéresse depuis longtemps dans ce contexte-là, et ce que je voudrais formaliser par un bouquin qui finira peut-être par venir, donc je quitte la scène définitivement, c'est cette affaire des conditions dans lesquelles l'entreprise est enracinée dans la société, est attachée. Le terme de l'attachement qui vient de chez Calon-Latour, il me sert beaucoup. Il y a un attachement de l'entreprise à la société. C'est un grand fait historique. Et ça m'intéresse de voir dans quelle mesure c'est encore un fait d'actualité. C'est un paradoxe, parce qu'a priori, tout joue contre. Tout ce que je viens de dire sur la victoire de la finance, etc., joue contre. Aujourd'hui, c'est ce problème qu'on a vécu, qu'on avait sous-estimé, j'en ai suffisamment parlé. A priori, il y a plutôt des raisons d'imaginer que l'entreprise a décroché de la société, qu'il vit dans une espèce de stratosphère de l'économie capitaliste qui n'a plus rien à voir avec le système social et avec la politique. D'ailleurs, l'effort qui a été fait autour de Thatcher et de quelques autres consistait à recréer la politique de l'entreprise. Mais c'était toute une aventure. Alors, ce qui m'intéresse, moi, d'un point de vue, non pas comment dire, comme d'un point de vue normatif, d'un point de vue analytique, proprement analytique, j'en reste pour ma part perspective analytique et pas du tout normative, c'est comment en fait, en dépit des apparences et de beaucoup d'arguments puissants qui permettent d'aller dans le sens inverse, comment on peut dire que l'entreprise reste attachée aujourd'hui à la société, enracinée dans le social, dans le politique. Mon hypothèse implicite, qui est peut-être normative, c'est de dire c'est vital.
Si l'entreprise décroche définitivement de son rapport au système social, au système politique, elle est morte. Je ne sais pas où on va. Peut-être c'est la mort du capitalisme. Il faut inventer autre chose, peut-être. Mais je ne crois pas, je ne suis pas partisan de cette hypothèse radicale. C'est mon tempérament, peut-être réformiste. Mon hypothèse, c'est plutôt d'un point de vue politique, de voir, dans la mesure où c'est totalement vital, dans quelle mesure les entreprises continuent à s'attacher au système social. Alors, il y a 36 manières, c'est un point difficile, mais j'essaye de travailler sur ces questions-là. Et j'ai beaucoup travaillé avec des doctorants sur cette affaire. Si le contexte était différent, je raconterais des histoires, j'ai souvent raconté des histoires déjà, y compris par écrit, sur les thèses qui m'ont beaucoup inspiré pour aider à comprendre les formes d'attachement de l'entreprise et de la société au niveau international. Malheureusement, je ne peux pas m'en retrouver là-dedans maintenant, c'est dommage. Mais je donne quand même des exemples qui m'occupent actuellement, et je suis sûr que tu es bien passé pour le savoir, très souvent en direct, dans le cadre d'un groupe de travail où on se retrouve ensemble. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est par exemple ce qui se passe à propos du champ politique, du rapport de l'entreprise à la politique. Et au champ politique, c'est-à-dire par là même au système social. Ce qui m'intéresse actuellement au champ politique administratif, d'ailleurs je voulais voir, j'hésite sur la formulation, excusez-moi. C'est par exemple ce qui se passe dans le champ de la statistique. Il y a beaucoup de raisons pour dire que la statistique a décroché de l'arrêté de l'entreprise. Quand on pense qu'il y a encore une quinzaine d'années, la statistique décomptait les sociétés et ne savait pas traiter des entreprises, ne savait pas faire. La statistique de l'INSEE, des gens compétents, sérieux. Et au niveau européen, la même chose. Il y a un gros problème qui se posait il y a une vingtaine d'années, parce que ça évolue justement. Pour savoir qu'on pouvait appréhender le tissu économique d'un point de vue statistique, on ne savait pas le faire. Et sous-entendu, le droit était incapable d'y aider, avec sa référence immuable aux sociétés définies d'un point de vue juridique et de département, etc. Une par une. Eh bien, il se trouve depuis une quinzaine d'années, j'ai oublié la date exacte, j'ai peur de le flot de ce que je suis en train de dire, j'ai oublié la date, ça me rapporte. Mais un travail statistique fondamental a été entrepris par l'INSEE pour dire, faisons un effort. Essayons de rendre compte du tissu économique à partir de la statistique. Et la portée politique, ça est considérable. Et en gros, ce qui en est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, y compris quand on compte les entreprises de l'INSEE, regardez les documents, et c'est passionnant. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute ça. On ne compte plus les sociétés. On a viré, je simplifie beaucoup, c'est pas si simple, la référence à la société anonyme, etc. Et une entreprise dans les statistiques de l'INSEE, quand on vous dit il y a 2000 entreprises de cette sorte, il y a 500 comme ça, il y a tant de TPE, il y a tant d'entreprises intermédiaires, il y a tant de grandes entreprises, etc. Ce qu'on compte, ce sont des groupes. C'est-à-dire, la référence, c'est des entités économiques qui ont une autonomie de décision. C'est ça. Ce n'est pas une définition juridique, c'est une définition pragmatique. Là où se situe l'autonomie de décision, là est l'entreprise. La conclusion, c'est que bien souvent, ce sont des entreprises. Si vous mettez de côté les très petites entreprises, l'autonomie de décision, elle est au sommet dans les sociétés de tête. Les têtes de groupe ont la responsabilité au niveau international de s'occuper de s'occuper de ce qui se passe dans leur filiale, fût-elle au Vietnam, là où je travaille. Et au Bangladesh, parce que c'est le grand acteur du Bangladesh, notamment avec l'affaire. Je suis en train de son Rana Plaza. Merci. Ce qui se joue autour du devoir de vigilance depuis 2017 est fondamental. Le droit serait sous les pressions multiples, et notamment des ONG, les gouvernements, l'État et les législateurs a introduit
article du droit est complètement étranger à la tradition intérieure dont j'ai suggéré des insuffisances graves. Voilà un exemple dans lequel un travail institutionnel s'opère aujourd'hui dans le champ du droit pour coller avec la réalité de l'entreprise et les conditions dans lesquelles l'entreprise reste un acteur politique ou devrait le faire, en tout cas. La dernière remarque, dernière chose. Il est intéressant de s'intéresser aux conditions dans lesquelles les dirigeants eux-mêmes ont la prétention d'incarner l'intérêt public. Alors ça, c'est la politique. Hein. Mais c'est pas, on est tous confrontés à cette nature. Mais les conditions dans lesquelles l'entreprise colle à la société aujourd'hui, c'est aussi les conditions dans lesquelles les dirigeants font eux-mêmes de la politique. Et alors, il suffira de citer quelques noms pour voir ce que je veux dire, en simplifiant beaucoup. Mais Bernard Arnault, en France, j'ai cru comprendre qu'il faisait de la politique. Bolloré, j'ai cru comprendre qu'il faisait de la famille Bolloré, j'ai cru comprendre qu'elle fait de la politique, c'est même pas la peine de donner des exemples. Elon Musk, j'ai cru comprendre qu'il fait de la politique. Et qu'il a l'ambition d'être l'acteur de rang 1, n'est-ce pas? Un peu comme Bolloré d'ailleurs, à sa manière, n'est-ce pas? Il y a un cas qui m'a beaucoup intéressé, c'est le cas de Xavier Niel, le directeur, le PDG de Free, etc. Qui est un acteur, si vous regardez de près, n'est-ce pas, on entend beaucoup dans les gazettes, on le lit beaucoup dans les gazettes, est un acteur politique de premier plan, mais plus subtil, beaucoup plus subtil que les précédents, et extrêmement intéressant à étudier. Je suis conclu d'avoir monopole de parole.